puisque ce soir, nous avons dû retrouver notre salle gothique qu'on n'a pas utilisée depuis bien longtemps, pour des raisons, bien sûr, de jauge. Bon, et on a eu la chance, comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'utiliser la salle dominicaine qui nous avait été obligeamment prêtée par le Conseil des vins. Mais de toute façon, ce soir, elle n'était pas disponible, donc on n'avait pas le choix. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas trop bien installés, mais bon, là, on est au maximum de la capacité de cette salle. De la même façon, la mairie a oublié le traditionnel podium qui était. Bon, il faut se rôder, hein. On repart après une longue interruption, donc il y a des réflexes qui se sont perdus. Je ferai simplement une information préalable pour vous dire que cette conférence sera la dernière de la saison 2021-2022. Après, nous reprendrons bien sûr nos conférences début novembre. Il y aura par contre deux sorties, une en mai, une en juin. En mai, nous ferons la sortie sur Libourne, sur l'histoire des 5 âges de Libourne qui avait été traitée au mois de février par M. Strat. Donc la sortie qui se fera à Libourne sera une illustration sur le terrain de cette belle conférence sur les 5 âges de Libourne. Alors, on vous recevrez bien sûr une invitation, vous indiquant le lieu de rendez-vous, où il faudra nous retrouverons chacun avec sa voiture, pardon. Bien sûr, ce sera un parking, on va choisir un parking gratuit. Vous recevrez donc les informations, ce sera pour je vous l'ai dit, pour le samedi 14 mai. Mais on sera obligé de limiter pour des raisons administratives, il faut demander une autorisation. On ne pourra pas dépasser 45 personnes pour cette visite. Et ensuite, au mois de juin, il y aura la grande sortie annuelle qui portera sur les moulins d'Abzac et de Porchel. Voilà, alors ce soir, eh bien, je crois qu'on va pouvoir, je suis même sûr que nous devons remercier M. Lucan, qui nous vient de Bourgogne, de Gevrey-Chambertin. Alors aujourd'hui, avec les conditions climatiques, il est venu par la route, parce que vous savez que les diagonales en France sont pas mal desservies. Donc il a eu le mérite de faire cette grande diagonale au travers de notre territoire, d'un vignoble à un autre. Et je pense qu'on peut le remercier chaleureusement. Et c'est sa deuxième venue à Saint-Émilion, puisqu'il nous avait fait l'honneur de venir en février 2017 pour une première conférence qui portait sur le thème du pinard des poilus, pour ceux qui l'avaient suivi à l'époque, je pense que vous en souvenez. Alors initialement, cette conférence, d'ailleurs, de ce soir, devait se faire en 2020, mais bon, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2020. Alors, en préambule rapide, je rappellerai simplement que nos deux régions, la Bourgogne et le Saint-Émilionnais, ont le privilège d'être inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le Saint-Émilionnais en tant que paysage viticole, les climats de Bourgogne, puisque ce sont les climats de Bourgogne, en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Alors nous avons eu la chance d'être précurseurs. En 1999, l'UNESCO était à la recherche de paysages culturels et on a été un des premiers, sinon le premier, je crois, le premier vignoble inscrit au titre des paysages culturels au patrimoine mondial. À l'époque, c'était assez facile, il faut le dire. Alors, vous demanderez à M. Lucan. Alors si, je rappelle quand même que le territoire qui a été inscrit est le territoire de l'ancienne juridiction historique de Saint-Émilion de 1289, qui est également le territoire qui porte l'appellation de l'AOC Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru. Oui, parce que pour les climats de Bourgogne, ils ont commencé en 2006 et ils sont arrivés qu'en 2015 à cette inscription au patrimoine mondial. Donc c'était beaucoup plus long et donc plus difficile, je pense. Et pour ça, il a fallu qu'ils mobilisent fortement tous les acteurs sociaux et économiques du territoire. Alors j'ai dit que c'était un privilège d'être inscrit au patrimoine mondial, mais je pense que aussi il faut parler de mérite. C'est pas seulement un privilège, c'est aussi un mérite.
parce que nous savons bien que cette reconnaissance est le fruit, chez vous, en Bourgogne, comme chez nous, à Saint-Émilion, du travail opiniâtre, du travail patient et multiséculaire de générations de vignerons, de tonneliers, de pépiniéristes, de négociants, de leaders politiques et économiques pour arriver à ce résultat, pour inventer la qualité de nos vins, la développer et affirmer sa notoriété au niveau mondial. Et ceci en préservant ce qui fait la typicité de nos paysages, leur caractère unique, leur constance pour épouser la définition du paysage culturel comme l'entend l'UNESCO. Alors, aujourd'hui, nous continuons à agir pour sauvegarder, pour valoriser et pour développer ces paysages inscrits. Sauvegarder, valoriser, développer sont d'ailleurs les 3 objectifs qui sont fixés par l'UNESCO. Pour justement préserver ce legs qui est inestimable, qui vient de nos ancêtres. Et M. Lucan le sait parfaitement, en qualité d'élu de collectivité territoriale, en particulier comme maire de Gevrey-Chambertin, et élu de la CDC, de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et des Côtes de Nuits. Voilà, pour ce qui est du patrimoine mondial. Mais ce soir, donc, c'est l'universitaire que nous recevons aussi, le docteur en histoire, spécialiste de l'histoire du monde de la vigne et du vin de l'Institut universitaire de la vigne et du vin de Dijon. Et nous allons l'écouter, également j'ai oublié, chargé de cours à Sciences Po, et nous allons l'écouter sur un thème qui est le vin en France durant l'occupation allemande 1940-1944. Alors permettez-moi, pour terminer, un petit raccourci. Si en 14-18, le Pinard des Poilus, que vous aviez traité en 2017, le Pinard des Poilus, le vin de France, a largement coulé dans les gosiers de nos glorieux soldats pour les soutenir, je crois que durant le 2e conflit mondial, tous nos vins, et pas seulement le Pinard, ont largement irrigué les gosiers allemands, au terme d'un véritable pillage de nos vignobles, soutenant ainsi l'effort de guerre allemand. C'est ce que vous allez nous expliquer. Merci. Bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs, et tout simplement, chers amis, je suis très très content de vous retrouver effectivement, puisque j'étais là à vos côtés il y a quelques années, en 2017 effectivement, pour vous présenter une communication sur le Pinard des Poilus. Aujourd'hui, vous l'avez compris, l'histoire que je vais me permettre de vous raconter, elle est tout autre et elle est sans doute un peu plus tabou, un peu plus difficile. Avant cela, je voulais vraiment vous remercier. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ledoux, pour votre accueil, un accueil tout à fait exceptionnel. Et je remercie à travers vous l'ensemble de l'association et le conseil d'administration et tous les membres présents qui ont permis ma venue aujourd'hui pour vous communiquer ma modeste contribution sur le vin, vous l'avez compris, le vin durant la guerre. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre accueil, encore une fois. Le vin durant la guerre, vous l'avez compris, c'est un sujet tout à fait particulier et un sujet qui est resté longtemps très délicat, très difficile à aborder. Et donc, je vais le faire avec humilité, avec, je l'espère, sagesse. Et en tout cas, je ne serai ni donneur de leçons, ni juge sur une période difficile, sur une période sombre, sur une période très compliquée de notre histoire, vous le savez. Mais c'est notre histoire commune, avec également ses heures sombres et ses pages difficiles. L'historien, vous le savez, n'est pas juge, donc ce que je vous rapporterai ce soir, ça sera quelques éléments, quelques bribes, et extraits de mon ouvrage et d'un travail que j'avais commencé il y a déjà bien longtemps, qui est parti au départ de la Bourgogne, puisque j'avais fait autrefois une thèse sur le commerce des vins en Bourgogne au 19e et 20e siècle. Et puis je m'étais interrogé sur ces périodes qui étaient des périodes qui échappaient à l'historien. On ne parlait pas du vin durant la Grande Guerre, ça c'est vrai, mais on ne parlait pas non plus du vin durant l'occupation. Or, l'occupation allemande a été une période très particulière, très singulière, et sur laquelle il faut absolument apporter un éclairage particulier, donc je vais tenter de le faire. C'est une conférence, c'est une communication. Ici, voilà, c'est une conférence, c'est une communication, mais vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, au fil de mes propos,
de m'interpeller, de me contredire, si vous le souhaitez. Sinon, on gardera un temps d'échange à la fin pour pouvoir vraiment discuter. Je suis preneur de tout élément, de toute information, de tout ce que tout ça pourra faire surgir en vous, y compris à travers peut-être votre expérience, ce que vous avez entendu au sein de vos familles. Alors le vin durant l'occupation, eh bien tout simplement c'est d'abord un sujet, je l'ai dit, un sujet absent de l'histoire pendant très longtemps. Personne n'avait véritablement enquêté sur cette période et il faut dire qu'il était très difficile d'enquêter sur cette histoire totalement inattendue. Inattendue pourquoi? Parce que vous l'avez compris, c'est un sujet qui est resté longtemps et qui est toujours aujourd'hui tabou, et c'est un sujet qui couvre un produit qui a été longtemps négligé dans l'histoire de la guerre. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez, elle est souvent engagée sous le prisme du politique, du militaire. Et lorsque vous lisez un livre sur la France durant l'occupation, eh bien vous allez avoir une vision très politique des choses en réalité. On va assez peu aborder l'élément économique. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'aspect économique, pour les Allemands, durant la guerre, il était essentiel. Il s'agissait d'exploiter les territoires conquis. Et les exploiter pour la France, vous l'avez compris, c'était exploiter leurs produits les plus emblématiques et les produits qui rapportaient et qui pouvaient contribuer en fait à la grandeur, au prestige, voire à la puissance de l'Allemagne. Et c'est ce qui va se passer durant cette époque. Donc le produit a été étrangement, curieusement négligé, pas évoqué dans les ouvrages d'histoire, et il y a très peu d'ouvrages qui évoquent le fruit de ce pillage. Et puis l'autre élément qui a longtemps handicapé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette façon que nous avons eu, nous, Français, pendant des décennies, à exorciser en fait cette période qui a été traumatique pour nous, par l'humour et aussi par une belle histoire qui renouvelait un petit peu le genre. Alors, moi qui suis bourguignon, vous savez, le film que vous voyez ici, vous l'avez reconnu, La Grande Vadrouille, qui se déroule d'ailleurs dans la région de Meursault, près de Beaune, et où on voit comme ça les Français qui, certes, sont vaincus, mais qui ont tourné comme ça, ont roulé dans la farine, en quelque sorte, les Allemands, en contournant leur brutalité par beaucoup d'astuces et par beaucoup d'intelligence. C'est ce qui nous est montré à travers tous ces films qui ont été réalisés dans les années 50, 60, 70 et encore même 80. Et puis l'autre aspect qui a handicapé, qui a freiné, qui a contraint l'histoire du vin et de la guerre, c'est le rejet des crises et des conflits dans les récits qui portent sur le vin en général. Et moi, ça fait maintenant près de 30 ans que je travaille sur l'histoire de la vigne et du vin, et je peux vous dire que pendant très longtemps, et jusqu'à notre période encore, il est plutôt de bon ton de raconter une histoire assez linéaire qui porte finalement la grandeur de nos vins vers les sommets, une sorte d'histoire ininterrompue où on a souvent cherché à gommer les accidents et les crises et les conflits. Et en Bourgogne, vous savez, là c'est encore pire que partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on gomme même la crise phylloxérique, on l'a oublié, on a oublié qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents, de guerres et d'éléments qui sont venus comme ça mettre à l'épreuve nos vignobles. Et nos vignobles ont été mis à l'épreuve de façon assez importante, évidemment. Alors les autres contraintes que je voulais aborder avec vous en introduction, c'est l'absence de sujet toujours par rapport aux contraintes liées aux archives. Et en tant qu'historien, ce que je vais vous proposer est principalement, presque exclusivement extrait d'archives. C'est-à-dire que ce que je vous dis, ce que je vous raconte, est le fruit de croisements d'archives qui ont été extraites de domaines, de châteaux, d'établissements, de maisons de négoce, et où j'ai eu à travailler, parfois pendant des mois, voire davantage, et où j'ai eu la liberté, grâce à des professionnels qui m'ont fait confiance, de travailler à partir d'archives de première main qui ont révélé cela. Et ces archives, vous savez, elles sont très difficiles à découvrir parce que beaucoup ont été détruites, évidemment. Certaines ont été dites volées, bon, ça je l'ai entendu très souvent. Et puis beaucoup d'archives, notamment les archives des registres de comptes et les archives de commerce ont été très largement codées, c'est-à-dire cryptées en quelque sorte, et ça les a rendues assez difficiles à exploiter. Et puis beaucoup de ces archives sont tout simplement inexistantes dès l'origine,
parce que l'histoire du vin, comme l'histoire du commerce en France pendant la guerre, c'est l'histoire du marché noir. Et il y a un marché noir assez débridé qui s'est emparé du commerce en France dès le début de la guerre et qui va même être extraordinairement exorbitant à partir des années 41-42 et qui va rendre en fait l'analyse et l'évolution, l'étude de l'évolution du commerce très difficile à appréhender parce que une grande partie du commerce du vin pendant la guerre s'est fait de la main à la main, sans facturation, vous vous en doutez bien, et sans déclaration aux contributions indirectes. Donc il est quand même assez difficile d'évaluer ensuite ce qui s'est passé lorsque ça s'est passé sous couvert du marché noir. Les archives, donc pour aller très vite, les archives que j'ai utilisées, ce sont les archives nationales. Les archives les plus intéressantes en France, les plus précises, et celles qui sont les mieux gardées de tout notre pays, ce sont les archives du ministère des Finances. Et croyez-moi que les archives du ministère des Finances, les archives de Bercy, qui sont à Savigny-le-Temple, en région parisienne, alors là, vous avez le temple des temples, et vous avez ici des archives extrêmement précises, avec des rapports, avec des états des lieux, avec des rapports d'inspection générale, y compris pendant la guerre, qui sont très intéressantes, et qui concerne parfois beaucoup le vin, parce qu'on a beaucoup enquêté sur le vin, et ça c'est très, très intéressant. Les archives de la Banque de France, les archives départementales, et les archives départementales dans notre pays, ce sont des trésors, les archives municipales bien évidemment, les archives consulaires, bien évidemment encore, et puis les archives des syndicats, des groupements professionnels et interprofessionnels. Je suis allé également enquêter et étudier les archives de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. On a cette chance aussi en Bourgogne, c'est que depuis quelques semaines, eh bien, nous avons l'Organisation internationale de la vigne et du vin qui est venue s'établir, en tout cas c'est officiel, à Dijon, et on a à l'Université de Bourgogne eu à travailler pendant une dizaine d'années avec l'Organisation internationale de la vigne et du vin, à travailler sur leurs archives. Donc on avait une proximité qui m'a permis d'avoir une ouverture assez aisée et facile de leurs archives. Les archives privées, alors l'OIV, je ne l'ai pas dit, mais l'OIV, vous le savez, existe depuis 1924, donc ce sont des archives qui drainent vraiment toutes les perspectives durant le XXe siècle. Ça, c'est les plombs. Ça arrive. C'est les plantes de santé d'abord. Faire des marches. Il est allumé là. J'ai l'impression.
Bah, formidable. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas moi qui parle de trop, non? Voilà. Bah écoutez, voilà, vous avez compris, des archives donc importantes, et puis les archives les plus utiles et intéressantes pour moi, ça a été quand même les archives, je l'ai dit, des domaines, des maisons de négoce, des châteaux, des établissements et domaines viticoles, alors voilà, sur lesquels en tout cas j'ai pu avoir un regard, hein, ce qui est quand même assez particulier, assez difficile, il faut avoir les autorisations, et puis en même temps il faut que les domaines aient conservé des documents, ce qui est plutôt rare. Voilà, le questionnement, il s'agira en fait d'enquêter. Enquêter sur le vin pendant la guerre, à quoi ça sert? Ça sert à s'interroger sur l'exploitation économique de la France, et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, finalement peu d'historiens, ça peut être étonnant, assez peu d'historiens se sont intéressés sur l'exploitation strictement économique de la France. Or, ça a été quelque chose de très important. La place et la position du vin, elle a été essentielle et je vais essayer de vous le montrer. Les échelles du dispositif de captation, on verra, il y a une collaboration effectivement nationale et puis il y a une collaboration qui se décline aussi à l'échelle locale. Et puis la question du pillage, de l'accommodement, de la collaboration qui est extrêmement sensible. Et je le dirai très rapidement à la fin de cette communication, il est très délicat, très difficile en fait de mesurer finalement l'engagement et à partir de quand on va considérer qu'il y a ou pas collaboration, puisque maintenir son commerce, maintenir son activité dans une période d'occupation, c'est pas une collaboration en soi, donc à partir de quand va-t-on mesurer que tel ou tel acteur ou professionnel est allé au-delà, si vous voulez, des limites qui étaient acceptables, et à partir de quand on n'est plus dans la justice, on est dans la morale. Vous voyez, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc à la fin de la guerre, on va, vous le verrez assez rapidement, tourner la page, et vouloir en tout cas tourner la page de cet épisode malheureux de l'exploitation de la France. Et puis c'est l'exploitation, je viens de le dire, de l'économie vitivinicole, qui a été mise au service en quasi-totalité pour et par l'occupant. Enfin, ça sera l'impact sur la réglementation, mais je l'évoquerai très très peu parce qu'on n'aura pas le temps, à peine une heure, de pouvoir évoquer l'ensemble des éléments qui couvrent ce sujet, qui est un sujet immense et sur lesquels on pourrait parler ensemble pendant des heures et des heures, ou des jours et des jours, mais l'impact sur la réglementation était important parce qu'on est entré dans un monde de pénurie, alors qu'avant-guerre, on était dans un monde d'abondance. Et que cette pénurie, elle a conduit à aussi tordre notre réglementation. Elle a mis à l'épreuve la réglementation des appellations d'origine, qui était récente, très récente, et les AOC ne dataient que de quelques années. Et puis elle a conduit aussi à créer de nouvelles AOC d'ailleurs, pour aussi protéger les professionnels qui ont utilisé la réglementation parfois pour échapper par exemple aux réquisitions. Et ça fait partie aussi de cette histoire. Et puis c'est décloisonner la période et puis montrer que la guerre, elle n'est pas mise entre parenthèses, mais qu'il y a une vraie continuité entre les années 30, la guerre et l'après-guerre, et que notre paysage vitivinicole, il est héritier aussi de cette période. Voilà. Le vin qui entre en guerre, le vin au début de la guerre, c'est un produit, vous le savez, et je l'avais dit dans ma conférence précédente auprès de vous, c'est un produit particulier, le vin en France, dans cette première moitié du XXe siècle. C'est un produit qui est omniprésent, c'est un produit qui participe pleinement à l'économie française. D'abord parce que vous avez à cette époque environ 25 à 30% de la population française qui vit directement ou indirectement de la vigne et du vin. C'est énorme ce que je vous dis. Ça veut dire que la France au début du siècle, on s'en souvient plus, mais c'est le pays du vin, c'est le premier exportateur mondial de vin, c'est le premier producteur, c'est le premier consommateur mondial de vin. Et c'est le premier importateur aussi mondial de vin, donc c'est le pays du vin, et c'est un pays qui, depuis plusieurs décennies, est vraiment marqué
par la vigne et par le vin. La France, c'est le pays de la civilisation du vin à cette époque. On boit du vin dès le plus jeune âge, on boit du vin tout au long de sa vie, et dans pratiquement toutes les régions de France, le vin est présent, omniprésent. On apprend à l'école sa géographie à travers des cartes de production de produits alcooliques et de la vigne et du vin. On est donc complètement marqué par cette civilisation du vin. Il faut se souvenir, mais je vais très vite sur cet aspect qui est un préambule en fait, que le vin il est marqué aussi par une économie vitivinicole de la surabondance. Dans les années 30, la France est marquée par une surproduction endémique considérable qui est née en fait de l'époque post-phylloxérique, où on a replanté des plants à gros rendement dans des vignobles qui étaient des vignobles industrialisés. Je pense dans le Midi, le Languedoc, Roussillon, et puis le gigantesque et énorme vignoble d'Algérie, qui a été complètement créé, fabriqué à la fin du 19e siècle et qui devient au début du XXe siècle un vignoble colossal, avec jusqu'à 14 millions d'hectolitres d'exportation d'Algérie, et qui vient comme ça abonder une production française qui régulièrement dépasse les 100 millions d'hectolitres annuels. Il faut se représenter, si vous comparez avec la production française d'aujourd'hui, ce que ça représente, c'est complètement fou. Avec une population française, je l'ai dit, qui boit beaucoup, infiniment plus qu'aujourd'hui. Et parce qu'on boit du vin très tôt et à tous les âges, parce que c'est pas aussi le même vin qu'aujourd'hui, parce que le vin courant, le vin de consommation courante, c'est un vin qui est à 10 degrés, et qui est le vin de table, en fait, que tout le monde boit, et qu'on boit partout. Donc il y a une place comme ça, de ce que j'ai appelé, moi, ici, le modèle vitivinicole franco-algérien, parce que c'est ça, la France, jusque dans les années 30, la France du vin. Par contre, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle des vins de masse, qui va comme ça posséder la France jusque dans les années 60 et même 70, où il y a des vins à gros rendement, qui sont des vins de marque, qui sont largement diffusés, qui sont des vins de production, qui sont issus tantôt d'Algérie ou en tout cas de vignobles assimilés. Et puis il y a des vins d'appellation, mais le modèle des appellations, il n'est pas du tout triomphant au moment où la guerre éclate, au contraire, et on est à peu près, comme je ne l'ai pas marqué ici, mais on est à peu près à 15% de la production viticole nationale qui est en appellation d'origine. Vous voyez, c'est-à-dire que l'immense majorité de la production, ce sont d'autres vins, et ce sont des vins courants. Donc quand l'Allemagne frappe la France, eh bien, voilà, oui, j'avais mis cette planche-là, qui est la planche, vous savez, pour les écoliers dans les salles de classe, où on rappelle que le vin, c'est aussi une boisson dite hygiénique. Alors, l'hygiène sociale, vous le savez, au début du siècle, c'est la santé publique. Et on considère, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on considère, jusqu'au début des années 50, que le vin est un produit de santé publique et que c'est un réconfortant, un stimulant, et que c'est un produit bienfaisant pour la santé des individus. C'est enseigné en classe, c'est porté par la médecine, c'est porté par les académies de médecine et par les universités, par le monde scientifique en règle générale. Et comme j'aime toujours à le dire, c'est même marqué par la réglementation française, par la justice française. Voilà, je le dis toujours, jusqu'en 1941, souvenez-vous, jusqu'en 1941, être en état d'ivresse dans la justice française, c'est une circonstance atténuante. C'est pour vous dire que... oui, donc... bon, quand on y réfléchit, c'est pas si sot que ça. Enfin, quand même. Et donc le vin est porté aussi par ce pays, qui a une production colossale et qui a une consommation aussi très importante. Voilà, c'était cette photo du début du siècle sur les quais. Alors ici, on est à Oran, bien sûr, et face à Oran, on a le plus grand port au vin du monde, c'est Sète. Et Sète, c'est le grand port d'importation qui vient approvisionner toute la France et tout le pays. Et dans le Bordelais, en Bourgogne et partout ailleurs dans les grands vignobles, eh bien, le vin algérien... comment vous dire, coule à flot, y compris chez les professionnels. Il y a un monde particulier, vous savez, c'est le monde de Bercy. Je parlais de Bercy tout à l'heure, mais là, c'est pas le même Bercy. Là, c'est le temple Bercy à cette époque. Vous savez, la ville au vin, la halle au vin en région parisienne, cette ville de Bercy, extérieure à Paris à l'époque, et qui concentre des productions
de vin colossal. Ce sont les productions qui sont identifiées et taxées par les contributions indirectes avant d'être ensuite vendues sur le marché parisien. Et à cette époque, elles sont concentrées à Bercy pour contrôle, mais c'est aussi à Bercy, dans cette gigantesque halle au vin, que sont voilà, assemblées, je vais dire ça gentiment, que sont assemblées des productions d'origine diverses. Et donc ensuite revendues sur le marché parisien, voire sur l'ensemble du marché national. Bercy, à cette époque, c'est synonyme de fraude. Voilà, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Voilà, quelques jours avant la guerre, nous sommes en 1939, fin août 1939, a lieu, à l'initiative de l'Office international de la vigne et du vin, donc l'OIV aujourd'hui, a lieu une grande conférence internationale sur le vin. Elle a lieu à Bad Kreuznach, vous voyez ici, dans une magnifique petite ville thermale allemande et viticole. Et une grande conférence a lieu. Elle réunit tous les acteurs et tous les opérateurs de la vigne et du vin d'Europe et même du monde qui s'y rassemblent à l'invitation de l'Allemagne nazie. On y retrouve, et c'est pour vous dire que le panorama vitivinicole européen à cette époque est assez particulier, on y retrouve les grands pays producteurs de vin à la fin des années 30. C'est l'Italie fasciste, c'est l'Espagne de Franco, c'est le Portugal de Salazar, enfin, et tout ce petit monde se retrouve comme ça à Bad Kreuznach dans une grande conférence sous les auspices du ministre de l'Agriculture nazi, que vous voyez ici, surnommé, enfin appelé le Führer des paysans et des vignerons en Allemagne, et qui ouvre cette grande séance internationale où on va discuter en fait de l'importance du vin dans le monde et des réglementations vitivinicoles européennes pour essayer de les harmoniser tout simplement. La conférence est interrompue brutalement au moment où l'Allemagne signe le traité, le pacte avec l'URSS de non-agression, le pacte germano-soviétique. À ce moment-là est enclenché les débuts d'un affrontement inévitable et que tout le monde attend depuis quelques années. Et brutalement, en fait, Walter Darré, le ministre que vous voyez ici, nazi, renvoie et expulse l'ensemble des acteurs et professionnels du vin qui se sont rendus sur place. On sent que la guerre est là, que ça va éclater. Et donc ils sont invités, avant la clôture de la conférence, à regagner leur pays de toute urgence. Quelques jours plus tard, oui, la guerre est déclarée à la suite de l'attaque surprise de l'Allemagne nazie sur la Pologne. La France et la Grande-Bretagne, vous le savez, répliquent en déclarant la guerre à l'Allemagne. C'est important, l'Allemagne se déclarera toujours comme ayant été attaquée, et donc comme devant répliquer. À partir de là, le vin est immédiatement considéré comme un produit stratégique par les Français. Parce qu'il l'a été pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, le vin avait été mobilisé dans des proportions inouïes. Je ne vais pas vous rappeler les choses, mais durant la Première Guerre mondiale, les 4 à 4,5 millions d'hommes qui étaient mobilisés sur le front obtenaient durant plus de 4 années de guerre de 1 à 2 litres de vin par jour et par homme. Et la France s'était mobilisée à cette époque dans des proportions absolument fantastiques pour approvisionner ces hommes, ces troupes de vin. On renoue avec cela. Ça veut dire que dès septembre 1939, le gouvernement décide d'allouer aux troupes qui sont immédiatement mobilisées et portées sur la partie est du pays, notamment le long de la ligne Maginot, on va stocker des quantités phénoménales de vin en attendant que le conflit éclate véritablement en combat. Donc on stocke, vous voyez, on a les fameux wagons Midjaville, là, les wagons traditionnels. On va stocker du vin. Ici, c'est le service de santé, mais vous avez toute l'intendance. Alors, l'intendance de la vigne et du vin pour l'approvisionnement aux troupes est située à Montpellier. Et c'est de là, en fait, qu'on organise des approvisionnements massifs des troupes en attendant que les combats débutent, en fait, sur la ligne Maginot. Et la presse, elle relaie ça. Vous voyez ici la une du Pèlerin. Finalement, cette une qui date de 1939, elle pourrait très bien dater de 1914. Parce qu'on renoue avec les mêmes a priori, c'est-à-dire que le vin est un stimulant réconfortant
et que ben, on va le donner abondamment aux hommes, et ça va leur permettre en fait de tenir le coup. Voilà. D'ailleurs, il y a une grande campagne, vous savez, de collecte de vin qui est lancée au printemps 1940. Printemps 1940. Hein. L'hiver 39-40 a été redoutable, très froid, très dur. On a collecté beaucoup d'argent. Ici, vous voyez un Tommy anglais hein, qui est en France et qui vient ici. Vous voyez les demoiselles qui viennent en fait collecter de l'argent. Hein, et on va, avec cet argent, en fait, vous voyez, acheter des petits timbres qui viennent se coller comme ça sur des carnets, et ça permettra d'envoyer en fait du vin sur le front, non pas à nos poilus, encore qu'on les appelle poilus en 39, mais à nos soldats en tout cas. Et là, voilà, ça s'appelle l'opération, vous voyez, du vin chaud du soldat, hein, qui est envoyé, qui est lancé au début de l'année 40, avec des distributions massives de vin en mars 1940. Hein. Voilà, bon, tout ça ne suffira pas, vous connaissez l'histoire des opérations et je ne vais pas la relayer ici, simplement vous le savez, l'offensive est lancée, elle est brutale, à partir de début mai 1940, une offensive rapide, basée sur une guerre éclair, une stratégie de rapidité qui a été pensée par certains généraux allemands, hein, convaincus que c'est par l'audace, c'est par la rapidité qu'on peut terrasser une armée qui sur le papier est au moins aussi forte que l'armée allemande, surtout quand elle est associée aux troupes britanniques et à sa marine. Et puis le fameux coup de faucille, vous savez, du 13 mai 1940, coup de faucille, c'est le terme utilisé par Churchill, hein, sur cette perforation du front à l'extrémité septentrionale de la ligne Maginot, à Sedan, avec cette pénétration qui va en fait encercler très rapidement l'élite des troupes franco-britanniques dans la partie nord du pays et en particulier surtout en Belgique. À partir de là, les historiens aujourd'hui connaissent évidemment parfaitement le détail des opérations. On peut considérer en fait que l'affaire a été jouée en 5 jours. Hein. Les 5 jours fatidiques hein, qui ont terrassé, perforé le front, prenant de revers une armée française en déroute. C'est ce qu'on appelle la débâcle. Et après la débâcle, vous savez que vient l'exode, hein, l'exode des populations du nord de la France qui fuient, qui s'enfuient. Si je vous dis tout ça, c'est pour se replacer dans le contexte traumatisant hein, du pays de l'époque. Imaginez bien que l'offensive est tellement fulgurante qu'elle va complètement sidérer les Français de cette époque. Et que l'effondrement de la France qu'ils vont voir comme ça en quelques semaines va complètement va bouleverser, si vous voulez, les esprits. Elle va rendre aussi plus facile ce qui va suivre. Hein, il faut comprendre aussi qu'au début de l'été 40, beaucoup de Français considéraient qu'il en était fini du pays. Mais fini pour toujours. Hein, c'est-à-dire que jamais on se redressera et que la défaite est tellement stupéfiante hein, que eh bien, la page doit se tourner. Quoi. Hein, c'est-à-dire que la France ne redeviendra plus jamais un État indépendant. Et donc les troupes pénètrent très facilement dans le reste du pays. Je rappelle quand même que dès le début juin 1940, eh bien, le gouvernement français réfugié hein, dans le sud et puis à Bordeaux, eh bien, va appeler en fait à l'ouverture de toutes les villes. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le contexte des guerres d'aujourd'hui. Hein. La France a pris les devants et elle a déclaré immédiatement, enfin début juin, que toutes les villes de plus de 20 000 habitants en France seraient villes ouvertes, c'est-à-dire se rendraient sans combat. Ça évite de détruire les villes. Hein. Il n'y aura pas de... Voilà, donc dans la plupart des villes grandes ou petites en France, la plupart mais pas toutes, il y aura très peu de combats, voire pas de combat du tout. Hein, et on en sait quelque chose, nous, Bourguignons, Dijon a été prise voilà, pratiquement sans un coup de feu. Beaune, hein, capitale des vins de Bourgogne, a été prise sans un coup de feu. Les troupes sont rentrées, ont paradé dans la ville, et la ville, les grandes villes ont été désertées parce que les populations ont fui, la gendarmerie a fui, les forces de police et de sécurité ont fui, et que la plupart des villes ont été prises par l'occupant, alors qu'elles étaient aux 3/4 vides, abandonnées par leur population, hein, tout simplement. C'est le cas sur les photos que je vous propose ici. Alors j'ai choisi ici, c'est Cognac, hein, peut-être que certains ont reconnu la place de Cognac ici, qu'on reconnaît bien, parce que ça n'a pas trop changé. Et puis vous voyez ici les troupes qui, en fait, sont entrées dans Cognac sans combat, et qui, alors j'avais pas les équivalents pour des villes plus proches de nous, mais
Et imaginez bien que dans toutes les petites villes de province, ça s'est passé de la même façon. Les unités sont entrées, paradant, avec fière allure, casque brillant et bottes cirées, et ont défilé comme ça devant le reste de la population médusée, qui constatait en fait que, eh bien, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Et donc là, vous voyez des officiers qui sont en train, en fait, tout simplement de défiler et qui vont hisser les drapeaux à croix gammée partout dans la ville pour montrer que désormais l'occupant est là et qu'il compte bien exploiter les choses. Voilà, donc ça c'est pour se replacer vraiment dans le contexte. L'armistice est signé, vous le savez, quelques semaines plus tard. Et puis à partir de là, eh bien, les Allemands vont prendre possession des vignobles. Possession des vignobles, c'est-à-dire s'emparer en fait des terres et des territoires qui valent quelque chose. C'est pas un hasard si la découpe de la zone d'occupation va inclure la plupart des grands vignobles français. C'est-à-dire qu'on va quand même mettre dans la zone d'exploitation directe des zones stratégiques, évidemment, hein, stratégiques pour la poursuite de la guerre, mais aussi des zones utiles. Et les zones utiles économiquement, ce sont celles-là. Alors, j'ai quelques photos, mais qui sont des photos de bourguignonnes, hein, vous m'excuserez, je l'espère, mais où on voit comme ça cette ruée vers le vin avec des soldats et des officiers allemands qui font de l'œnotourisme. Hein, donc alors ils s'arrêtent à chaque pancarte et puis ils se prennent en photo avec le sourire et puis un air détendu, vous voyez, Beaune, Pommard. Alors ce sont les mêmes, hein, alors je ne vous les passe pas toutes parce qu'ils ont fait tous les villages. Et puis ils se prennent en photo, voilà, bon, ça c'est une collection privée. Voilà, etc., etc. Et c'est pour vous dire, voilà, qu'ils sont eux aussi sidérés, mais sidérés d'avoir pris aussi facilement un territoire qui avait tué autant d'hommes sur le conflit mondial précédent, et surtout sidérés de retrouver des noms aussi sonores et prestigieux, hein, que Nuit-Saint-Georges ou Saint-Émilion, et qui sont des noms qui sont connus pour les Allemands, mais eux ont vécu déjà de nombreuses années de nazisme, où ils ont été plongés dans une vie d'austérité, de rigueur, avec pratiquement aucun produit étranger, et que ces noms de luxe, pour eux, les étourdissent complètement, c'est-à-dire que pour les Allemands de cette époque, entrer en France, c'est entrer dans un pays de cocagne, où tout est une terre d'abondance, où les produits de luxe sont à portée de main et où c'est un rêve éveillé. Hein. Ça s'est très bien raconté, vous savez, dans la correspondance des soldats allemands qui écrivent à leur famille et qui disent « mais la France est un pays absolument extraordinaire, on y trouve des vins fabuleux, on y mange en abondance » et ils envoient ces produits, hein, qui captent immédiatement au fur et à mesure de la prise du pays, et ils envoient ça à leur famille. Hein. Et donc ça c'est la première partie. N'oublions pas que la production viticole, à cette époque, vitivinicole, à cette époque, bien sûr, elle mobilise toutes les attentions. C'est-à-dire que pour les autorités allemandes, le vin, c'est un butin précieux. D'abord précieux par ces grands vins, les grands noms qu'il faut capter, et il faut capter leur production pour ensuite la faire venir en Allemagne. Les vins les plus prestigieux vont venir alimenter la grande mondanité nazie. Alors si Hitler lui-même ne boit pas d'alcool, il ne mange pas de viande non plus d'ailleurs, et il essaie de vivre dans une sobriété alimentaire très bizarre, mais en tout cas, dans son entourage, il y a des gros buveurs. Il y a des très gros buveurs, et la mondanité nazie, vous savez, elle est particulièrement aussi corrompue, et elle est très à l'aise avec les produits de luxe qu'on s'offre, et avec les cadeaux, et le monde nazi, hein, c'est ce que j'ai découvert aussi dans mon enquête, quand même d'un niveau de corruption absolument stupéfiant. Hein. Et vous verrez au fur et à mesure de la guerre, ça ne fera que s'aggraver, en fait. Et donc, c'est un butin précieux. Alors, parmi eux, j'en reparlerai tout à l'heure, le maréchal Hermann Göring, hein, qui est le plus gros buveur, sans doute le plus proche, en tout cas, d'Hitler, et qui, lui, va se constituer dans toute l'Europe plusieurs caves, hein, on les connaît, notamment à Karinhall, hein, dans son grand bastion, vous savez, de Prusse, où il va se constituer une cave absolument phénoménale avec des milliers et des milliers de bouteilles pillées dans toute l'Europe et en particulier en France, parce que Göring, c'est un grand amateur de vin de Bordeaux, hein, un très grand amateur, il connaît parfaitement bien les vins français, et lui, il va se servir, et vous verrez tout à l'heure, il y a même des officiers qui sont spécialisés dans le captage des vins.
Et puis c'est une denrée stratégique pour la poursuite de la guerre. Il faut alimenter les hommes et les troupes qui continuent le combat. Et on va les alimenter avec des vins français. Et puis c'est une denrée stratégique parce qu'à la fin de la guerre, j'en parlerai très rapidement si j'ai le temps, eh bien on utilisera les vins français courants comme des alcools de carburation et l'Allemagne transformera une partie des eaux de vie et vins français en alcool de carburation à partir de fin 43, surtout 44. Et fin 44 par exemple, les fusées, c'est les armes secrètes d'Hitler, les A4, les V1, V2, et c'est le cas pour les V2 qui ont des réservoirs auxiliaires avec de l'alcool de carburation d'origine vinique. Et quelques négociants en vin, d'ailleurs c'était à l'époque spécialisé dans les livraisons d'eau de vie, de vin, enfin de vin viné pour être plus exact, qui étaient transformés en Allemagne pour devenir des carburants. Et ça c'est vraiment pas négligeable. Voilà, donc denrée stratégique. Le pouvoir de l'occupant à cette époque, alors il est particulier parce que d'après la législation et la Convention de la Haye, vous le voyez ici, eh bien l'autorité du pouvoir légal, c'est précisé par la Convention de la Haye en 1907, eh bien, peut prendre toutes les mesures qui s'imposent à lui, et notamment toutes les mesures de pouvoir public. Et donc l'Allemagne devient l'autorité, si vous voulez, officielle, requérante sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, le 22 juin 1940, il est précisé dans la convention d'armistice signée à Rotonde que dans les régions occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est la nouvelle autorité officielle. Le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens la réglementation relative à l'exercice de ces droits et à leur mise en exécution avec, regardez bien, le concours de l'administration française. Et donc ça va être fait vraiment parfaitement. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs à se conformer aux réglementations des autorités militaires et à collaborer, vous avez vu, de manière correcte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça a été libellé comme ça. C'est pour vous dire donc qu'on aura tout le maillage administratif français va être mis à la disposition du système de captation allemand. Par ailleurs, et ça c'est important, l'absence de traité, et on ne le dit pas suffisamment, l'Allemagne n'a pas souhaité, n'a pas voulu, et ça c'est la grande idée de Göring, signer de traité de paix avec la France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé une petite astuce, ça s'appelle la commission d'armistice de Wiesbaden. La commission d'armistice, elle siège à Wiesbaden en Allemagne, et c'est elle qui va, en tout cas, décider de toutes les mesures contre la France, mais au gré, en fait, de leur réunion. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, en fait. Il n'y a pas de traité de paix, il y a une sorte de conférence permanente qui décide du sort infligé à la France. Voilà. Et ça, c'est parce que les Allemands avaient le souvenir, vous savez, de la défaite française de 1871, 70-71. À l'époque, la France avait été condamnée à un très lourd tribut de guerre, et ça avait stupéfié les Prussiens devenus allemands. La France avait payé. Et Göring avait toujours dit, ben, le prochain coup, on ne va pas s'y prendre comme ça, on va les faire payer tout le temps, à l'infini. C'est ça la conférence de Wiesbaden, c'est que vous n'aurez jamais fini de payer, parce qu'en fait, il n'y a pas de traité de paix, ça ne s'arrête jamais. Et donc pour l'Allemagne, il s'agit de rompre avec les erreurs, casser les reins de la France, dit Göring, casser les reins de la France. Voilà, à partir de là, tout l'été 1940 est marqué par une effervescence commerciale débridée. Les Allemands achètent tout et n'importe quoi, à n'importe qui. On achète ici, là, au domaine, dans les vignobles, on frappe aux portes, on veut voir les négociants, on veut voir les propriétaires et les vignerons, et puis on leur achète du vin et on embarque ça dans des camions, dans des proportions énormes. Il y a une effervescence commerciale complètement folle qui s'empare de l'été 1940. J'ai quelques clichés, mais j'en ai des centaines et des centaines. Les Allemands se prenaient beaucoup en photo avec des bouteilles de vin. Ce qui, pour eux, c'était vraiment le symbole de leur victoire. Et puis surtout, c'était une belle façon de fêter cette réussite triomphale pour certaines unités sans même avoir combattu, quoi. Donc boire du champagne, du cognac, c'est-à-dire des produits inaccessibles pour eux jusqu'alors, c'était une façon, et on le voit très bien dans la capitale, à Paris, hein, où là, les grands restaurants et les grands hôtels ont été pris d'assaut, et où là, on y a fait bombance, hein, avec vraiment... dans des proportions stupéfiantes, hein, où on a ouvert les caves, quoi, hein, et on s'est servi. Et là, vous avez quelques photos simplement, hein, qui retracent cela,
et puis les Allemands qui stockent parce qu'ils veulent envoyer des bouteilles à leur famille. Voilà. Je vous ai dit, ils achètent. Oui, parce qu'ils achètent et ils payent. Vous allez me dire, mais pourquoi ils ne pillent pas? Mais ils payent parce qu'ils payent avec de l'argent français. Et donc, c'est ça la grande astuce du pillage allemand, c'est-à-dire qu'ils payent avec de l'argent de la Banque de France. C'est-à-dire de l'argent qui ne coûte rien. Ça veut dire que pour le professionnel, il est payé à l'échelle, si vous voulez, de son domaine, et il est très bien payé. Ça veut dire que les prix s'envolent très vite, puisque l'allemand, d'abord, on va doubler puis tripler la solde des soldes allemands. Ensuite, on va dévaluer le franc français par rapport au Reichsmark. On va le voir tout à l'heure. Un franc français vaudra 0,05 Reichsmark, donc pas grand-chose. Donc les Allemands, même le moindre soldat, se retrouve avec un pouvoir d'achat, si vous voulez, démesuré, et il va payer dans les magasins. Or, ordre est donné aux commerçants et tous les acteurs français d'accepter aussi bien le franc que le mark. Et le Reichsmark doit être accepté. Vous pouvez payer en Reichsmark et on vous rend la monnaie en francs ou inversement. Ça n'a aucune importance. Au départ, les commerçants, vous savez, ne savent même pas combien ça vaut en fait ce mark. Donc il y a des, comme ça des documents allemands brièvement tamponnés qui leur disent voilà, un franc c'est tant et vous nous rendez tant. Et donc ils payent. Et ils payent bien. Alors là, vous avez un billet de 100 francs qui a été d'ailleurs qui a été bien tamponné par les nazis. Et puis dans la capitale, je vais très vite parce que ça mériterait encore beaucoup plus de temps, mais les commandants tours et les établissements, les grands hôtels, vous savez, le Majestic, le Lutetia, le Ritz, etc., qui sont pris d'assaut par les autorités allemandes. Alors Göring, il veut le Ritz, chacun se sert. Göring, il va prendre le Ritz, et pour la Luftwaffe aussi. Et puis donc on aura au Lutetia, on aura l'Abwehr, les services secrets militaires allemands, et au Majestic, ça sera le commandement économique allemand, etc. Et donc tous les hôtels à Paris sont pris d'assaut, les brasseries de luxe, etc., avec des photos qui nous paraissent encore aujourd'hui sinistres, c'est-à-dire cette croix gammée marquée partout sur les bâtiments officiels à Paris, ici à l'Opéra bien sûr, et puis le V de la victoire allemande, hissé sur la Tour Eiffel avec la croix gammée, sur l'Arc de Triomphe, sur l'Assemblée, sur la Chambre des députés. Tout ça est tragique et marque en fait de son empreinte la défaite française. Voilà, les restaurants, j'en dis pas plus, et puis les auberges, les cafés, les bistrots, les châteaux, les maisons de maîtres, tous les domaines sont investis, souvent réquisitionnés. C'est le cas ici, chez nous, ici chez vous. Les châteaux sont pour la plupart réquisitionnés, pris d'assaut par les autorités allemandes, qui choisissent. Moi je veux ça, moi je veux ça. Alors le propriétaire est en général soit écarté, soit on le confine dans une baraque annexe et les Allemands prennent d'office les biens immobiliers. Il ne s'agit pas non plus de tuer la poule aux œufs d'or, vous verrez, c'est-à-dire que les domaines, on ne veut pas non plus qu'ils s'arrêtent de fonctionner, donc il faut que ça continue. Et puis on va d'autres photos encore, que je passe très très vite. Voilà, vous voyez, là on est dans un château, voilà, où des officiers allemands se font grassement servir. Vous voyez, ils sont en vacances, en fait. Ça c'est été 40, et ils se font servir, aller apporter de l'eau, champagne, cognac et Grand Bordeaux, Saint-Émilion, etc. Ici c'est un Volnay, et ce sont des simples hommes de troupe, là, qui embarquent une bouteille de Volnay qui valait avant-guerre, 10 mois de travail pour un ouvrier, quoi. Donc on est dans des produits quand même de luxe. Ici, ils s'établissent à la commandanture à Beaune, et puis les grands établissements sont transformés en Soldatheim. Alors comment capter les vins? En réalité, les autorités de la chancellerie de Berlin se rendent très très vite compte qu'il faut arrêter ce chaos, ce désordre complet de l'été 40, c'est le désordre, et qu'il faut arrêter ce pillage désordonné pour le réglementer, l'organiser. C'est à ce moment-là, dès la fin de l'été 40, que la chancellerie envoie en France ceux qu'on va surnommer les Weinführer, c'est-à-dire ceux qui vont être des délégués par Berlin pour capter les vins pour le Reich. Et ces Weinführer, ils sont plusieurs. Alors oui, je vous avais mis la petite carte ici de Friedrich Dörer, qui est Weinführer de Beaune, en Bourgogne, et qui sera remplacé par Adolf Segnitz en 1941.
En réalité, tout ça est très méthodiquement pensé. Hein. Ça veut dire que chaque grand vignoble va avoir son délégué officiel du Reich, délégué officiel pour les achats de vin pour le Reich. Ça s'appelle comme ça. Ce sont des négociants en vin allemand et ils vont être désignés par Berlin directement dans les vignobles. Alors vous le voyez, Karl Klösser est acheteur officiel des vins vinés et des alcools jaunes or, Dürer puis Segnitz pour la Bourgogne. Alors il ira même au-delà, puisque à partir de 1942 et l'invasion de la zone sud, il aura le Beaujolais, Côte-du-Rhône, et on lui octroiera les vins de Provence. Et puis Otto von Kleeblich, hein, qui reçoit la Champagne. Ils sont tous négociants en vin et professionnels du vin et grands connaisseurs du vin. C'est-à-dire qu'on ne les désigne pas par hasard. Hein. Kleeblich, vous savez, les frères Kleeblich, ils sont nés en France, ils sont nés à Cognac. Hein. Gustave Kleeblich, on lui donne Cognac, il va s'établir là-bas, prendra les eaux de vie de Cognac. Et Otto, lui, on le nomme à Épernay. Hein, et il se chargera, lui, de toute la Champagne. Hein, chacun sa zone, en fait. Et puis Caven, Beckerman, Barth. Il y en a un qui a une prééminence parce qu'il est le représentant des domaines viticoles et de l'association de la viticulture allemande. Il s'appelle Heinz Böhmers, vous le voyez tout en haut. Et Heinz Böhmers, c'est le délégué officiel pour les achats de vin pour le Bordelais. Et lui, il est délégué officiel national, ça veut dire qu'il est une sorte de coordinateur des autres délégués, même s'il n'est pas hiérarchiquement supérieur aux autres. Hein. Mais il est coordinateur, ça veut dire qu'il est, la plupart du temps, il est à Bordeaux, mais il est très souvent aussi à l'Hôtel Majestic à Paris, où il va coordonner avec ses collègues les approvisionnements de l'Allemagne en vin. Donc Böhmers, c'est un homme, évidemment, à Bordeaux, incontournable. Hein. Il va être l'homme qu'on va venir voir pour négocier. Ici, je vous montre simplement l'état d'esprit en Bourgogne. Au mois de novembre 1940, le délégué officiel du Reich écrit aux négociants en vin bourguignons: le temps me manque pour répondre personnellement à toutes les maisons qui ont bien voulu me soumettre des échantillons que j'ai dégustés très attentivement. Vous voyez qu'il n'inspire pas la terreur et qu'on vient sonner plutôt à sa porte. Je les remercie sincèrement de leur effort qui, par un choix judicieux, ont rendu ma tâche aisée, me témoignant ainsi d'une sympathie confraternelle. Voilà, il faut dire que Dürer, comme Segnitz, son successeur, il connaît tout le monde, il connaît les négociants en vin et qu'il est issu d'une maison qui commercialisait avant-guerre des vins de Bourgogne, comme Böhmers, je vous le dirai tout à l'heure, qui connaît parfaitement bien Bordeaux et évidemment qui a beaucoup d'amitié au sein de Bordeaux et des grands négociants bordelais, bien entendu. Louis Echnor et d'autres qui sont des amis en fait, hein. Donc ce sont des personnages, si vous voulez, qui ne sont pas choisis par hasard. Néanmoins, certaines offres, dit-il, étaient inaptes à l'exportation et il y eut certainement erreur, c'est joliment dit, lorsqu'on m'échantillonna comme 34 ou 35 des vins qui n'étaient même pas affinés. Donc là, la petite remarque quand même, c'est pour expliquer qu'il n'est pas complètement naïf et qu'il ne faut pas se fiche de lui non plus. Hein. Voilà. Voilà, alors à Beaune, j'ai pas retrouvé hein, pour le Bordelais, mais à Beaune, immédiatement, dès l'été 40, vous voyez, on fait une petite brochure à l'initiative du syndicat des négociants, petite brochure en allemand, hein, pour souhaiter la bienvenue aux Allemands et puis pour présenter les vins. Donc c'est une petite brochure qui présente tous les vins de Bourgogne avec leurs caractéristiques à la nouvelle clientèle qui est l'armée allemande. Et donc on va distribuer, hein, parce que c'est la clientèle solvable, hein, c'est celle-là maintenant, et ce sont eux qui vont acheter. Donc voilà. Je passe très très vite sur des documents d'archives. Vous voyez un document d'archives, ça ressemble souvent à ça. Ça c'est un bon d'exportation, vous voyez, d'un négociant en vin donc, qui exporte vers l'Allemagne. Donc ça c'est la réglementation française. Ici c'est une carte pour franchir la ligne de démarcation, hein, qui permet à nos négociants en fait, pour la plupart, les grands professionnels du vin peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire de manière assez libre à partir du moment où ils sont cautionnés par un Weinführer hein, qui atteste qu'ils approvisionnent professionnellement l'armée allemande ou les autorités allemandes de manière générale. Là, j'avais anonymé, en fait, pour gêner personne, j'avais anonymé, c'est toujours très délicat, vous voyez, quand vous trouvez des pièces comme ça dans des archives. Et voilà. Et puis donc l'Allemagne, elle est au centre d'une sorte de grande toile d'araignée d'approvisionnement. Dès le départ, vous savez, Hitler et ses idéologues avaient désigné la France comme étant le pays des paysans, un pays qu'on allait soumettre et transformer en pays agricole. La France était désignée comme le pays qui allait apporter des productions agricoles à l'Allemagne.
Donc le vin fait partie de ses productions. Et donc l'Allemagne avait décidé de mettre en orbite la France pour le transformer en pays de paysans et de vignerons. Et on capterait donc cela. Il y a une partie qui est très importante et que j'évoque dans mon livre dans un chapitre, c'est Monaco. Évidemment, Monaco, c'est tout à fait particulier. Dans les années 30, vous savez que cette principauté a finalement appuyé son développement important sur les facilités qu'elle accordait dans l'anonymat des entreprises et d'une certaine façon à travers la Société des vins de mer dans le blanchiment aussi d'une partie de l'argent. Et ça commence dès 1934 à Monaco. Et puis, durant la Seconde Guerre mondiale, Monaco va prendre une place tout à fait immense dans le commerce des vins. Ça peut paraître bizarre, vous allez me dire pourquoi Monaco, quel est le rapport? Eh bien parce que la plupart des négociants en vin français, les grands professionnels du vin en France, issus des grands vignobles français, vont ouvrir des succursales à Monaco, parce que Monaco c'est déjà un paradis fiscal en soi, qui garantit l'anonymat de toute réglementation. Et à partir de ces succursales, qui sont souvent des simples boîtes aux lettres, eh bien, ils vont pouvoir opérer des opérations de commerce très faciles. Donc les grands négociants dont je vous parlerai tout à l'heure, ils sont souvent à Monaco, hein, Marcel Borderie, Louis Echenor, Roger Descas, ils sont 2 à 3 mois dans l'année, ils sont à Monaco parce que c'est là-bas que ça se passe en fait. Monaco devient la plaque tournante du commerce des vins français. Même si le vin passe jamais par Monaco, hein, c'est juste une base en fait de comptabilité, ce qui rendra pour l'historien la tâche assez difficile, vous voyez, pour enquêter. C'est compliqué quand vous voyez qu'une grande partie du commerce se fait avec une mystérieuse et étrange filiale domiciliée à Monaco. Et Monaco, c'est le seul pays neutre à cette époque, mais occupé. Vous voyez, c'est bizarre. Neutre et occupé. Bon, occupé par les Italiens d'abord, et puis avec l'effondrement de l'Italie fasciste, occupé par l'Allemagne nazie. Mais toujours neutre, c'est-à-dire qu'il y a des légations et des ambassades et des consulats de tous les autres pays. Ça veut dire qu'on peut, de Monaco, opérer des ventes et des opérations avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Vous voyez, c'est quand même pratique. Hein, et sous un couvert de règlement international légal. Voilà. Le grand basculement, c'est le tournant des années 41-42, parce que 41-42, bah, on passe de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'incroyable surreprésentation du vin, hein. Il y avait beaucoup trop de vin dans les années 30, hein, un point vraiment terrible, surproduction endémique, je l'ai dit, et puis là tout d'un coup, en quelques mois, on se retrouve dans une pénurie de vin. Et la France n'avait pas connu ça depuis 2 générations, hein. Pénurie de vin en France, vous imaginez, hein, il n'y a plus rien, bah, parce que le marché est complètement aspiré, absorbé en fait, capté par l'occupant. Hein. Donc des dizaines et des dizaines de millions d'hectolitres, hein. J'ai calculé ça dans mon livre, c'est approximatif, hein. Les centaines et centaines de millions de bouteilles de champagne, etc. Tout ça assèche complètement le marché, et surtout les pénuries sont graves, d'abord pour les professionnels de la viticulture, hein, c'est-à-dire qu'on manque de tout, on manque de cuivre, on manque de soufre, mais il n'y a plus de fer, on trouve plus de verre, il n'y a plus de liège pour les bouchons, on manque de papier pour les étiquettes. Enfin, tout ça, ça veut dire que pour produire, pour faire du vin, si vous voulez, ne serait-ce que pour entretenir sa vigne, il faut être dans les circuits de complaisance allemands. Sinon votre domaine, il est perdu, il est tout simplement perdu. Et donc, seul le Weinführer va vous débloquer les matières nécessaires à la production, à la fabrication et à la commercialisation des vins. Donc 42 grandes pénuries de vin, on trouve moins de vin. Le vin, vous savez, courant s'échange contre versement, contre délivrance plus exactement de tickets de rationnement. Et puis les vins fins, les vins dits fins, comme les vins de Saint-Émilion, bah, disparaissent complètement du marché. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible d'en acheter. En dehors d'un marché parallèle qui est le marché noir. Et sinon, sur un marché officiel, il n'y a plus de prix, si vous voulez. C'est plus une question de prix, c'est qu'il n'y a pas de vin à vendre, tout simplement. Voilà. J'avais noté ici que le vin devient tellement difficile à vendre que dans certains vignobles, les négociants n'arrivent plus à s'approvisionner auprès de la viticulture. Parce que c'est le moment où la viticulture va court-circuiter le négoce pour vendre par elle-même. Ici, dans une petite note, vous avez un professionnel, vous avez le Weinführer, hein, qui envoie une note à tous
tous les négociants et qui commence à s'alarmer parce que lui-même, Weinführer, a du mal à s'approvisionner en vin, vous vous rendez compte, hein? Donc, si vous n'étiez pas disposé à prendre cet engagement, veuillez me renvoyer immédiatement la présente lettre circulaire avec la mention « pas d'accord ». Vous voyez comment la pression quand même s'exerce sur le professionnel, hein? C'est est-ce que vous allez vendre à l'Allemagne ou pas? Si vous ne voulez pas, vous me renvoyez le courrier avec « pas d'accord ». Voilà, il n'y a pas de menace, mais tout le monde aura bien compris. Voilà, le grand problème de l'année 42, vous savez, c'est l'invasion de la zone sud, et l'invasion de la zone sud, elle est consécutive au débarquement anglo-américain dans l'opération Torche, vous savez, l'invasion du Maghreb français, et la chute du Maghreb français, c'est la fin des approvisionnements de vins riches et colorés venus d'Algérie notamment. Alors ça devenait difficile quand même, parce que les fameux cargos pinardiers qui alimentaient la France et qui faisaient les voyages étaient quand même coulés, attaqués, mais là c'est perdu. Donc on perd toute cette production riche, colorée et pas chère de vins qui étaient quand même abondamment livrés en France d'Europe. Et donc ça c'est consécutivement. Et puis regardez ce que dit Göring à cette époque, nous sommes en 1942, il écrit, il dit « Autrefois la chose était plus simple, autrefois on pillait, celui qui avait conquis le pays prenait les richesses de ce pays, aujourd'hui les choses se font plus humainement. Mais moi je songe tout de même à piller et rondement. Je vais envoyer une foule d'acheteurs pourvus de pouvoirs exceptionnels, d'abord en Belgique et en Hollande, puis en France. Ils auront tout le loisir d'ici la Noël d'acheter à peu près tout ce qu'ils trouveront dans les belles boutiques et les beaux magasins. » Göring, il passe de toute façon l'essentiel de sa vie, non pas à gérer la Luftwaffe, mais à gérer ses affaires personnelles et à chercher à piller rondement, ça c'est clair. Il va utiliser d'ailleurs une grande partie de techniciens et d'officiers de la Luftwaffe pour capter des richesses. Et vous savez, Göring, c'est un personnage quand même très original dans les cercles du pouvoir nazi et qui se pare lui-même, ongles vernis, chemise de soie, maquillé, ongles vernis, je l'ai dit, et puis qui adore les grands vins, les grands cognacs, les grands Bordeaux, je l'ai dit tout à l'heure. Et Göring, c'est un personnage assez particulier qui passe une grande partie de sa vie. Alors entre 41 et 42, vous voyez, jusqu'à début 43, j'ai calculé, il est venu 42 fois à Paris. Et à chaque fois, donc, au Ritz, et puis on lui fait livrer les œuvres d'art qu'il va piller dans les musées, on lui fait livrer des grands vins et on lui apporte. Et lui dit, ça part là, ça part là. Et il y a des convois entiers, des trains entiers, qui emmènent tout ça en Allemagne dans ses demeures. Voilà, et dans ces convois, il y a beaucoup de vin. Pas que, mais beaucoup. Il ajoute, les soldats allemands doivent se transformer en chiens de chasse, être à l'affût de tout ce qui peut être utile au peuple allemand. Il faut alors sortir en vitesse des dépôts et que cela ne fasse qu'un saut jusqu'ici. La collaboration de messieurs les Français, je la vois seulement de la façon suivante. Qu'ils livrent tout ce qu'ils peuvent jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. S'ils le font volontairement, je dirais que je collabore. S'ils bouffent tout eux-mêmes, alors ils ne collaborent pas. Il faut que les Français s'en rendent compte. Ils parlent crûment, là il n'y a pas d'embâge. 42, c'est le tournant, c'est-à-dire le marché vitivinicole est complètement possédé par le marché noir. Les chiens de chasse dont parle Göring, ce sont les dizaines et dizaines d'officines nazies qui sont envoyées en France. Ce sont des acheteurs qui vont acheter tout et n'importe quoi. Les Weinführer sont complètement dépassés, en fait, ils sont concurrencés par des opérateurs plus ou moins scrupuleux, des aventuriers, parfois des collaborateurs français, souvent, et qui vont venir acheter directement dans les domaines, avec des valises de billets, et ils vont payer, ils paieront de toute façon, c'est pas le problème de payer. Par contre, ils vont s'approvisionner. Et ça, c'est le grand temps donc du marché noir qui possède toute la filière. Ça veut dire qu'à partir de là, on a beaucoup de mal à mesurer ce qui se passe vraiment et les volumes qui sont captés. Et puis, ces volumes sont captés par des bureaux d'achat. C'est ça les officines. Ce sont des bureaux d'achat organisés autour de ce que Göring et Himmler appellent la participation indigène. Alors vous avez l'Abwehr, de l'Abwehr, le marché noir passe au SS. Vous savez, 42, c'est l'année où la guerre commence à évoluer de façon très défavorable à l'Allemagne et où l'État SS, le pouvoir SS, prend la main vraiment sur l'Allemagne. Ce qui n'était pas le cas auparavant, ça veut dire que la concurrence entre l'armée allemande et la SS désormais tourne très largement en faveur de la SS. À Paris, c'est la nomination de Karl Oberg. Et Karl Oberg, il va mettre en coupe réglée Paris
Et lui, il est l'envoyé de Himmler. Hein. Et donc ça, cette évolution va se faire dans un pillage qui va être beaucoup plus systématique. Donc on a des officines, par exemple de la SS, qui vont concurrencer celle de l'Abwehr, qui concurrence celle de la Kriegsmarine, qui concurrence celle de la Wehrmacht, etc. Et qui envoient chacun des délégués pour aller prendre du vin. Pas que du vin, mais du vin. Hein, et ils en ont besoin. Et donc vous avez comme ça une concurrence qui donne une vision, si vous voulez, de l'occupation allemande complètement chaotique. Hein, on a une image d'une armée allemande, vous savez, disciplinée, ordonnée, bien, c'est tout le contraire. C'est le chaos total. Ils se concurrencent tous, ils se jalousent tous, ils se détestent tous. Hein. Goebbels déteste Göring, hein, il faut voir ce qu'il écrit quand même dans ses mémoires sur Göring. Enfin, pas dans ses mémoires, pardon, dans son journal. Et puis ils ont chacun des officines qui se concurrencent. Donc moi, je trouve dans les archives, dans des domaines où vous avez une officine de la Gestapo qui passe, et puis juste derrière, il y a la Kriegsmarine qui dit non, vous ne leur vendez pas, c'est nous, et on va payer plus. C'est complètement fou, hein, c'est complètement fou. Et dans des concurrences parfois violentes. Voilà, concurrence et réseau de pillage. Alors la participation indigène, vous savez, c'est ce qu'on a longtemps appelé la Gestapo française. Alors ce sont, vous savez, toutes ces petites crapules, notamment la bande Bonny-Lafont hein, à Paris, et j'en parle dans l'ouvrage, hein, qui va organiser comme ça et mettre en coupe réglée des régions entières. Et Bonny-Lafont, ils vont envoyer des hommes, hein, des hommes de main qui ont la carte de la Gestapo, qui ont la mitraillette, hein, et qui vont aller chercher le vin, quoi. Hein. Et puis qu'ils vont en trouver, puis qu'ils vont en ramener. Et ces hommes-là, ils travaillent pour des agents de la SS, de la Gestapo, qui les missionnent, qui les payent. Et vous voyez, on est dans une sorte de désordre généralisé. Voilà. L'état de Vichy, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que l'état de Vichy, il subit comme il peut, il collabore s'il le peut. Et donc il tente une opération assez étrange. En 1943, l'État de Vichy promulgue les prix administrés, c'est-à-dire les prix administrés pour les vins fins, fixant des tarifs obligatoires. C'est ça le prix administré, c'est le prix fixé par l'État. Et là vous avez, alors cette petite liste des prix, elle est très amusante parce que vous avez l'échelonnement des prix et qui était pour chaque vin, hein, partout en France. Et donc on disait, bah, vous voyez, la Romanée Conti, les 228 litres de Romanée Conti, c'est 32 500 francs, point. Ça doit être vendu à ce prix-là, ce qui est complètement fou, hein, dans un monde où le commerce est emmené par le marché noir. Donc de toute façon, à 32 500 francs, vous pouvez fixer tout ce que vous voulez comme prix administré. Et il n'y en a pas. Parce que si vous avez derrière des agents officiels qui circulent de façon clandestine et qui achètent le double ou le triple, vous ne trouvez rien. Voilà. On met en place des autorisations d'achat pour essayer de faire délivrer du vin plus facilement. Je passe très vite. Et puis des bons, ça c'est des nouveaux bons d'exportation qui sont créés à partir de 1942. Et puis en Bourgogne, je vais très vite hein, parce que le temps avance, mais en Bourgogne, la viticulture, c'est le moment où la viticulture va s'émanciper complètement et va pouvoir vendre et travailler sans le négoce, parce que dans la filière, à cette époque, la viticulture était encore très largement soumise au négoce. Là, donc on est dans un tournant de l'histoire important. Voilà, quelques étiquettes hein, de vin de cette époque. Vous voyez que le vin qui est exporté en Allemagne, il est tamponné, labellisé. Alors la plupart du temps, vous avez réservé à la Wehrmacht, hein, et c'est le vin qui est conditionné, envoyé et transporté. Et puis vous avez les vins qui sont estampillés selon leur destination. Donc on va avoir comme ça, vous verrez tout à l'heure, Champagne Kriegsmarine, hein, livré à la Kriegsmarine, qui va acheter des stocks entiers livrés. Voilà, dans les vignobles, il y a une concurrence qui s'opère pour essayer de séduire les autorités officielles. Il y a une course aux honneurs, vous savez, pour séduire Pétain. Et Pétain, il s'est aussi auto-proclamé hein, maréchal des paysans, maréchal des vignerons, le retour à la terre, vous le savez, avec cette connotation agrarienne extrêmement prononcée dans sa politique. Et donc Pétain, il va bien sûr profiter de cette course aux honneurs. D'abord parce qu'il est très présent, surtout bien sûr dans la zone sud, il est très présent dans les vignobles. Et il va beaucoup se montrer au moment des vendanges, au moment des grandes périodes
de la viticulture. On le voit ici à travers quelques cartes postales. Et puis vous le savez, mais je vais en dire très peu de choses, qu'il y a une course aux honneurs qui s'opère au sein du monde vigneron et du monde du négoce aussi. Alors c'est le cas dans le Bordelais. Alors lisez pas tout, hein, lisez pas tout, mais simplement le préfet régional de Bordeaux, hein, je vous ai mis simplement un copier-coller, désigne l'année 41 comme l'année du maréchal, hein, pour séduire le chef de l'État, et qu'en 1943, une délégation de notables girondins conduite par Fernand Ginestè, représentant de la propriété et du commerce, va offrir une vigne de Margaux, pas mal, à Philippe Pétain, en honneur au chef de l'État pour son anniversaire. Et donc, elle sera rebaptisée le Clos du Maréchal. Ça, c'est 1943. On a la même chose en Bourgogne. Hein, même chose en Bourgogne. C'est quelques mois plus tôt. Ça s'appelle le Clos du Maréchal Pétain. C'est une vigne des Hospices de Beaune, qui est offerte officiellement par le conseil d'administration des Hospices de Beaune, prestigieux domaine évidemment, hein, s'il en est, et qui offre donc une vigne en l'honneur du maréchal Pétain. Il y a une sorte de course comme ça entre vignobles et entre professionnels pour séduire les autorités. Voilà, ce vin d'ailleurs va être vendu encore très longtemps. Il y a quelques années encore, on pouvait trouver du Clos Pétain, 1942. Voilà, c'était très 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 cher, et puis depuis on n'en trouve plus nulle part. Voilà, vous voyez, il y a la Francisque, bon, voilà. Bon, je passe très très vite parce que j'avais des petites anecdotes à vous soumettre, mais vous les retrouverez de toute façon dans le livre. Voilà, ici une petite carte dédiée au maréchal Pétain pour les livraisons de ces vins. Voilà, bah, sachez que c'est un cheminot bourguignon qui a rajouté Frank Reich au crayon de papier, vous le voyez en dessous, et que ça va lui coûter très cher parce qu'on va diligenter une enquête extrêmement sérieuse et sévère, parce que quand le petit carton de vin là, va arriver à Vichy et que les autorités de Vichy vont voir Frank Reich, et donc la colère va s'emparer des officiels, et donc on va retrouver le responsable, hein, le cheminot qui a osé marquer ça. Il sera mis en état d'arrestation et sévèrement puni. Hein, vous voyez cette forme de résistance assez étrange pour une caisse de vin du Clos du Maréchal livrée au maréchal à Vichy. Voilà, ici les Hospices de Beaune avec les étiquettes assez traditionnelles, Bourgogne, Frank Reich. Et puis je passe très vite parce que c'est bourguignon, le 500e anniversaire des Hospices de Beaune, 1443-1943. Voilà, grande fête à Beaune en l'honneur de la tradition, avec la présence du Weinführer Adolf Segnitz lui-même qui préside la cérémonie. C'est quand même pas rien. Puis ensuite, vente des vins, vous savez, vente des vins de charité, présidé par Adolf Segnitz, avec tous les professionnels très confraternellement réunis et qui vont participer à cette vente des hospices. Certains basculent plus loin encore. Hein. Alors à Nuit-Saint-Georges, on a un négociant qui lui est basculé, il a basculé très loin. Lui, il fait la une du magazine nazi Signal, et vous voyez par son uniforme que lui, il a carrément rejoint les rangs de la Waffen-SS. Donc c'est Monseigneur Mayol de Lupé, alors on dit Monseigneur, mais il est abbé, hein, et il est aumônier de la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme, puis de la Waffen-SS Charlemagne. Il est négociant en vin, lui Saint-Georges. Là, on est dans une collaboration, si vous voulez, qui est plus seulement économique. Hein. On a quelques professionnels, c'est rare, mais qui vont basculer vraiment par facilité. Alors parfois par opportunisme, parce que devenir idéologiquement proche, c'est aussi faciliter les affaires. Et certains vont se laisser séduire par cette facilité. Et d'autres vont adhérer, ils sont rares, mais ils vont adhérer vraiment idéologiquement, hein, parce que c'est voilà, c'est leur politique, et c'est le cas de Mayol de Lupé. Alors, lui ne sera pas condamné hein, en tant qu'homme d'église, il échappe à la libération, à toute condamnation, comme il a été entendu par le gouvernement provisoire de la République française. Voilà. Et puis la résistance qui commence à émerger à la fin de la guerre, où on commence à voir apparaître des tracts comme celui-ci, avec, vous voyez, tous les produits français doivent rester en France, et où on commence à voir s'échanger des menaces, hein, notamment de certains mouvements de résistance qui interpellent des professionnels en les menaçant, ou en tout cas en rappelant que les produits ne peuvent pas être expédiés en Allemagne.
voilà, je passe très vite sur la Champagne parce que c'est un sujet à part, mais les vins de Champagne, c'est évidemment très très particulier, puisque l'Allemagne a d'abord, avant tout, été séduite par les vins effervescents, et ça a été les premiers grands contingents qui ont approvisionné l'Allemagne nazie, ça a été le Champagne, beaucoup, donc on a beaucoup de maisons en Champagne, et j'ai fait cette même conférence il y a quelques temps en Champagne, donc où on avait des contingents tout à fait stupéfiants, hein, où la mise en orbite de l'économie champenoise, ça n'a pas plu au CIVC, hein, ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est partie de l'histoire aussi. Puis on a des maisons champenoises qui ont été entièrement captées. Moët & Chandon a été mise sous tutelle, voilà, après l'arrestation de Robert de Vauoué. Et puis vous avez des maisons qui ont été carrément captées par leur famille d'origine, par exemple Moum, hein, qui avait été séquestrée et captée par la France pendant la Première Guerre mondiale, a été réattribuée à la famille Moum, en tout cas la branche allemande, hein, parce qu'il y a une branche française, une branche allemande. Et donc on a des opérations comme ça de transfert de propriété qui s'opèrent sous la direction des autorités allemandes et qui s'opèrent de façon assez rapide. Voilà, Paul Roger, bah, évidemment, les prestigieux champagnes Paul Roger, j'en dirai pas plus. Et puis sur le cognac et l'armagnac, j'en dirai pas plus non plus. Dans le livre, il y a un chapitre sur le cognac et l'armagnac qui sont vraiment complètement mises sous tutelle de l'armée allemande avec Gustav Kleeblich, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, les frères Kleeblich sont nés à Cognac. Hein, Otto Kleeblich, le Weinführer d'Épernay pour le Champagne. Et donc ce sont des francophones et des francophiles, il ne faut pas l'oublier. Comme Bömers. Bömers pour le Bordelais, et Bömers et son acolyte, le grand négociant bordelais, Roger d'Escas. Et Roger d'Escas, vous savez, c'est un personnage incroyable à Bordeaux. Hein. Il ne fait pas partie des vieux négociants des Chartrons, mais c'est un négociant. Alors, ne lisez pas tout, simplement Roger d'Escas, il faut savoir quand même, alors là, je vous ai mis tout son pédigré, il y a tout son CV là. C'est incroyable, Roger d'Escas, c'est le président du syndicat national du commerce des vins. Donc c'est l'homme incontournable qui va être à l'origine, si vous voulez, qui va piloter en grande partie les approvisionnements de vins français pour l'Allemagne, aux côtés de son ami et un ami d'enfance qu'il connaît depuis l'enfance, qui s'appelle Heinz Bömers. Vous voyez, d'Escas, Bömers, que vous avez vu en photo là juste avant, les voilà, et qui vont co-gérer, co-piloter véritablement les approvisionnements de vins en France, enfin de la France vers l'Allemagne. Et puis j'avais cité aussi, bah oui, Heinz Bömers, je l'ai dit. D'ailleurs, Descas, dans sa jeunesse, avait été stagiaire dans la maison de la famille Bömers. Enfin, ce sont deux personnages très importants. Et donc j'ai eu la chance de retrouver le dossier de procédure judiciaire de Roger Descas, hein, qui pèse plusieurs kilos. Et je peux vous dire que voilà, là on voit vraiment la solidité de ce personnage. Et puis bah, c'est un personnage qui était incontournable, hein, dans le milieu des vins du Bordelais et de Bourgogne. Et ici, vous voyez deux étiquettes de la maison d'Escas de Saint-Émilion. D'Escas, lui, est établi à Bordeaux, hein, même, et d'une maison voilà, une maison qui va prendre une dimension tout à fait considérable pendant la Seconde Guerre mondiale. Énorme, incontournable. D'Escas, lui aussi, a créé des filiales avec ses amis, Borderie notamment, à Monaco. Et donc ils jouissent, si vous voulez, ces personnages d'une liberté totale. Ils font ce qu'ils veulent, hein, parce qu'ils ont la caution des hautes autorités allemandes directement. Hein. Descas, il connaît, il voit, il rencontre Hermann Göring. Hein. Donc, si vous voulez, il a carte blanche, hein, sur l'organisation du pillage de la France. Ici, vous avez quand même le tampon du quartier général d'Adolf Hitler, hein, de la tanière du loup, hein, en Prusse, voilà, qui est estampillé sur son étiquette. Voilà, un autre homme, alors je ne rentre pas dans le détail, même si j'ai mis beaucoup trop là, c'est Louis Echenor, mais évidemment Louis Echenor, il est à la fois le négociant emblématique du Bordelais qui va s'afficher très ouvertement aux côtés des autorités allemandes et qui va avoir un rôle énorme, hein, jusqu'à peut-être avoir sauvé Bordeaux, hein, dans en tout cas les dernières semaines de la guerre. Et Louis Echenor, il va aussi être le bouc émissaire, hein, quelque part, de cette fin de la guerre,
Et puis sa proximité avec Ernst Kuhlmann, le dirigeant de la Kriegsmarine à Bordeaux, et le commandant, en tout cas, du port. Donc ça, c'est très, très important ici. Je voulais juste faire référence à deux personnages dont on parle pas suffisamment. C'est Marcel Borderie, le président de l'Eunotonique. Et Marcel Borderie, évidemment, condamné à mort, donc à la fin de la guerre. Personnage très emblématique. Lui aussi, il passe la moitié de sa vie, de ses années à Monaco. Borderie, il a été le grand organisateur des vins vinés, des vins apéritifs pour l'Allemagne nazie en particulier, pour les autorités nazies, pardon. Et puis un personnage dont on parle peu, mais j'ai pas beaucoup d'informations sur lui, c'est Arnaud Bichon. Alors ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Et je salue d'ailleurs un historien à Bordeaux, qui est Sébastien Durand, avec qui on a pu travailler aussi. Sébastien Durand, il a écrit un livre sur le vin de Bordeaux pendant l'occupation. Et donc il évoque, comme moi, Arnaud Bichon, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'un des premiers adhérents au parti nazi. Contrairement à son nom très francophone, c'est un Allemand, Arnaud Bichon. C'est un Allemand, il est l'un des premiers adhérents au parti nazi au début des années 20. Et on le dit, proche d'Adolf Hitler. En tout cas, lui dit qu'il est un ami personnel d'Hitler. Ça lui vaut des cartes et des entrées partout dans le monde professionnel, avec une facilité déconcertante. Bichon, il fait ce qu'il veut. On a l'impression qu'il donne des ordres à qui il veut, et donc ça laisserait supposer qu'effectivement, il a une présence importante sur le marché. Et puis il est le propriétaire après son mariage. Alors le château avait été confisqué pendant la Première Guerre mondiale, puis lui a été recédé en 1940 avec la défaite de la France. Propriétaire, vous voyez, c'est la maison Rouric, Bichon, et il est propriétaire du domaine la Végorze-et-Long, voilà. Et donc c'est un personnage extrêmement important sur le Bordelais et en France en général, et qui a un rôle extrêmement important. Vous voyez cette étiquette d'ailleurs, très particulière, très particulière, oui, assez horrible. Voilà, l'autre homme fort qui est un proche d'Arnaud Bichon, mais j'en ai déjà parlé, c'est Göring. Et Göring, vous savez, il est à l'origine d'un épisode extrêmement important dans le Bordelais, c'est l'épisode de l'arianisation des biens juifs, et notamment de cette tentative extraordinaire d'arianisation, c'est-à-dire de captation, par l'Allemagne nazie. C'est ce qui a été tenté en tout cas, et je le raconte dans le livre. Alors c'est une longue histoire, cette affaire des domaines Rothschild, qui ont séduit immédiatement Göring, qui va vouloir mettre la main sur les très prestigieux et très recherchés domaines Rothschild, et où on va voir, et je le raconte dans le livre, une passe d'armes assez étonnante entre la France de Vichy, qui ne veut pas lâcher les domaines, et qui, au nom de sa législation, veut les arianiser pour les intégrer, les nationaliser aux biens français, et les Allemands qui veulent, eux, récupérer les biens. Ça peut paraître extraordinaire que l'État de Vichy, comme ça, affronte, vous voyez, les autorités allemandes, et c'est pourtant bien ce qui se joue à cette époque, et c'est Descas et Böhmers, c'est ce que je raconte, qui vont être finalement ceux qui vont trouver un terrain d'accord qui sera validé par Hermann Göring. Et ce terrain d'accord, c'est le domaine Rothschild restera français. Quoi qu'il arrive, il sera nationalisé, arianisé en fait par l'État de Vichy, mais la production, et c'est ce que veut Göring, sera livrée librement à l'Allemagne sous les auspices des autorités de Göring. Et c'est un terrain d'accord, vous voyez, très tendancieux, mais voilà, donc je le résume en quelques mots, mais c'est vraiment la passe d'armes qui est très intéressante, et qui montre qu'il y a au sein de l'État de Vichy quand même une volonté et de collaborer pour certains ministères et certains personnages, et de résister et de jouer la carte française pour toute une autre partie. Par exemple, la rivalité entre le ministère du Ravitaillement, qui ne veut pas que les vins sortent de France, et qui va tout faire pour qu'ils ne sortent pas, donc ils vont inventer des règlements inimaginables, et l'administration française est très forte là-dessus, pour faire du zèle et multiplier des règles qui vont rendre les exportations infernales, vraiment infernales. Ça, c'est le ministère du Ravitaillement qui veut que les livraisons soient faites aux Français. Et le ministère des Finances et le ministère du Commerce, qui lui veut qu'on livre pour rembourser le tribut de guerre que la France est condamnée à payer à l'Allemagne.
Voilà, les vins de Montpellier et du Sud, je n'en dirai pas plus. C'est Heinz Bömers qui gère de sa base à Bordeaux, c'est lui qui gère l'ensemble des vins du Languedoc-Roussillon. Vous voyez, en fait, c'est complètement fou, hein, le gigantisme des opérations. Et puis, pour conclure la fin de partie, c'est-à-dire la tragédie qui se joue pour toute une partie de ce monde à la fin de la guerre, au moment de l'effondrement. D'abord la résistance, hein, et ce qui m'a beaucoup surpris dans les archives et dans la mémoire aussi de beaucoup de professionnels, hein, c'est lorsque se joue en fait la résistance intérieure au moment de la libération, hein, qui va elle aussi participer à des pillages, à des séquestrations, à beaucoup d'attaques, hein, sur ceux qui sont suspectés d'avoir collaboré et qu'on veut faire payer. Hein. Et là, la mémoire est encore extrêmement douloureuse, extrêmement vive, avec les vrais faux bons de réquisition. Vous savez, je vous réquisitionne, c'était les bons FFI, hein, et je prends tout, et donc il y a des règlements de compte absolument abominables. Et puis des négociants qui vont s'autoproclamer négociants résistants. C'est le cas en Bourgogne, où se crée à l'automne 44, alors vous allez me dire, l'automne 44, il était temps, le syndicat des négociants en vin résistants. Et donc là, vous avez vu la petite mention en anglais, là, et vous voyez la nouvelle clientèle qu'on cherche à séduire, et qui est sur le territoire. Et donc, on voit s'opérer aussi une sorte de reconversion un peu hâtive, avec des impressions de nouvelles étiquettes, regardez-les. Voilà, et bien sûr, c'est plus la même clientèle, mais ça, c'est des étiquettes de l'automne 44, hein, au moment où on va reconvertir certaines maisons. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur les épisodes les plus douloureux parce qu'on n'en a pas le temps de la libération. L'été 44 est un été aussi fait de traumatisme et de violence importante, y compris dans les vignobles, avec de nombreux règlements de compte. L'affaire de Bordeaux en aurait été un, avec la menace de la destruction du port, que vous connaissez bien, et puis d'autres affaires qui ont marqué les vignobles à Beaune et à Épernay, que je n'ai pas le temps de vous raconter ici. Mais en tout cas, ce qui a prévalu au moment de la libération, ça a été de tenter de tourner au plus vite la page de la guerre. Les professionnels du vin vont faire valoir dans les procès pour intelligence avec l'ennemi ou pour collaboration. Les procès vont être innombrables. Une grande partie des professionnels du vin vont être attaqués, jugés dans des procédures parfois interminables. Certains vont être condamnés lourdement. Marcel Borderie, j'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, Louis Echenor ici à Bordeaux. Et la plupart, en tout cas, vont avoir des peines qui vont surtout les mettre à l'écart de toute représailles. Hein. Ça a été aussi le cas lorsque des professionnels ont pu être écartés pendant 2 ou 3 mois emprisonnés. Ça a pu aussi sauver leur vie. Voilà, je ne vous ai pas parlé de professionnels résistants parce que ça a été très compliqué, mais il y a des conversions qui se sont établies au lendemain de la guerre. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Voilà, alors, bon, bien sûr, je ne sais pas s'il marche, je suis là. Oui. Oui, donc voilà une superbe conférence sur une période troublée, inconnue. Vous avez été chercher vraiment des choses, moi ça a été mon sentiment, des choses étonnantes. Hein. Bon, c'est quelque chose qui surprend. Mais alors, la question que je me pose, mais finalement, ce qui s'est passé là, ça a dû permettre à la viticulture de se maintenir, de continuer à exister, parce que bon, si les Allemands n'avaient pas émis le vin, qu'est-ce qu'on aurait fait de tout ce vin? Bon, l'exportation, bien sûr, vers les pays anglo-saxons n'était pas possible, etc., vers le reste du monde. Alors, au final, bon, le vin, c'est peut-être pas si mal porté.